Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Épisode hors série. Bon. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là en grand nombre. Serge Théroux. Serge, veux-tu t'approcher? Je vous présente Serge Théroux, l'éditeur des éditions Somme Toute. Merci beaucoup, Serge, de m'avoir donné la chance de pouvoir écrire ce livre-là parce que je pense qu'il y avait un besoin pour un livre comme ça. Donc, je pense que ça mérite une main d'applaudissement, Serge. Ouais. Et vous ne le savez pas, mais en fait, j'ai écrit ce livre-là en français avec Serge et j'ai fait le livre aussi en anglais. Et j'ai pas trouvé d'éditeur en anglais. Parce que ça a l'air qu'eux autres, ils ont tout compris en anglais. Of course. But of course. Ouais. C'est le même éditeur qui... Non, c'est moi qui l'ai édité. J'ai payé le livre de ma poche de A à Z. La même couverture, c'est parce que j'ai une couverture qui vient de Mobilité électrique Canada. Mais bref, tout ça pour dire que c'est pas tout le monde qui était intéressé à faire un livre comme ça. Et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je vais vous le dire, là, la genèse de ce livre-là est venue de ma colère. Stéphane, il me regarde et dit oui, exactement. Marc, hein, tu peux bien rire. Ma colère de lire les médias sociaux, mais aussi les médias traditionnels. À peu près, à tous les jours, il y a des articles maintenant sur l'électrification des transports où il y a des erreurs. Des fois, des petites erreurs, parfois des erreurs moyennes, souvent des grosses erreurs. Puis l'année passée, qui se répète. Et l'année passée, je me rappelle, on était... Guy et Jean-Pierre s'en souviennent peut-être. On était en août 2023. J'avais un wetsuit sur le dos. J'étais sur le point d'essayer le e-surf. T'en souviens, Guy? Sur la rivière Yamaska, sur laquelle j'aurais pu marcher sans quoi que ce soit, parce que c'est, en tout cas, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais, bref, donc j'ai mon wetsuit, puis là, mon téléphone se met à sonner. Puis je reçois des textos. Puis, je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde ça. Puis quelqu'un m'envoie un article de CBC. Ça dit quoi, Martin? Oh, très bien. Très bien, hein? Je pense que France s'en souvient aussi. Et Louis-Olivier. France Lampron d'Hydro-Québec, Circuit électrique, Martin Archambault, puis il y a Louis-Olivier Bâti de l'équipe du Circuit électrique. L'article disait, grosso modo, les deux journalistes chevronnés de CBC ont fait le décompte du nombre de véhicules électriques par province et État en Amérique du Nord et du nombre de véhicules électriques pour faire un ratio et un graphique pour savoir c'est où le meilleur endroit où est-ce qu'il y a moyen d'avoir une voiture électrique parce que c'est là où il y a le plus de bornes par voiture électrique et le pire endroit. Fait que tu avais 60 États et provinces. Et donc, en tête de liste se trouvait le Wyoming. Puis en fond de cale avait le Québec. Là, tu t'en souviens, France, hein? Et moi, je regarde ça. Puis là, moi, je me rappelle que le Wyoming était la seule juridiction en Amérique du Nord qui avait adopté une motion interdisant la vente de véhicules électriques en Amérique du Nord. Fait que j'ai commencé à regarder les chiffres. Quelqu'un de Radio-Canada m'a appelé. Il dit « Monsieur Breton, aimeriez-vous commenter l'article de CBC? » J'ai dit « Oui, ça va me faire très plaisir, mais vous n'aimerez pas le résultat. » Parce que toutes leurs données étaient fausses, de A à Z. J'ai dit, je sais pas où vous avez pris vos chiffres, mais j'ai dit, c'est incroyable que vous fassiez un article comme ça. Ça s'est retrouvé à l'Ombudsman ce soir-là. On a écrit une lettre à l'Ombudsman de CBC Radio-Canada. Le journaliste, 2 jours après, a fait des corrections.
Et c'était encore bourré d'erreurs. Dans sa deuxième correction, il y avait un moins d'erreurs, mais il y avait encore des erreurs. Et là, le journaliste nous a appelés, puis il était en beau joie le vert, puis il disait, ça n'a pas de bon sens. Moi, on m'a demandé de faire ça à la dernière minute, puis mais c'est pourquoi tu ne les as pas appelés? Je dis, nous autres, on connaît ça, là, c'est notre métier. Mais des trucs comme ça, j'en vois à tous les jours. À tous les jours que le bon Dieu amène. Aujourd'hui, j'étais à du Trisac, à Cube Radio. Puis je parlais du livre, puis un moment donné, il m'a dit, j'aimerais ça que tu me parles de Nordvolt. Fait que j'ai dit, tu sais, Benoît, moi, je joue au hockey. J'aime le hockey, mais je suis un amateur. Donc, je ne commenterai pas sur les parties du Canadien en tant qu'expert. Je connais pas ça. C'est pas mon métier. Ben, je dis, c'est drôle, cette semaine, là, il y a un paquet d'experts des usines de batteries et des batteries qui commentent sur le dossier Nordvolt, en toute ignorance de cause. Et quand je commente, écoute, j'ai commenté sur plusieurs dossiers, que ce soit Lyon, que ce soit Taïga, Karim Zahib, tout le monde. Écoutez, vous savez peut-être pas qui est Karim Zahib. C'est un des plus grands scientifiques au monde dans la recherche sur les batteries. Puis c'est un vieux chum à moi. Karim, non, une main d'applaudissement à Karim pour tout le travail qu'il fait. Puis Karim et moi, on se parlait tout à l'heure, puis je disais, ça se peut-tu les conneries qu'on lit sur le dossier Nordvolt, on n'en revenait pas. Tu sais? Fait que bref, il y a beaucoup de travail d'éducation à faire. Il y en a de plus en plus. En 2016, j'ai écrit un livre dans lequel il y avait un chapitre d'une dizaine de pages où je parlais des mythes sur les véhicules électriques. Puis là, moi, j'étais naïf. Je me disais, en 2024, tout le monde va avoir compris. Mais là, on est rendu en 2024. Puis là, c'est pas 10 pages sur 12 mythes, c'est 50 mythes sur 240 pages. Ça vous donne une idée à quel point le problème d'information est bien réel. Et dans le livre, j'explique qu'il y a de la mauvaise information faite par des journalistes qui tournent les coins ronds, des journalistes qui n'ont pas le temps de faire leur travail, mais il y a aussi de la mauvaise information qui relève de la désinformation. Compagnies pétrolières, certains constructeurs automobiles, pas tous, parce qu'il y en a qui font du bon travail, d'autres qui font du moins bon travail, puis d'autres qui s'opposent aux véhicules électriques. On va se le dire, là. Fait que j'explique tout ça dans mon livre. Puis là, Martin Archambault, ici présent, qui est... Sa job à temps plein, c'est Hydro-Québec, mais sa job à temps partiel, c'est un blog qui s'appelle Silence on roule. Un podcast, oui. Un podcast. Puis lui et moi, on se parle depuis des années, là, puis... avec Stéphane Pascalon de chez Propulsion Québec. Stéphane, avec qui on a fait le fameux record Guinness, il y a de ça quoi? Ça fait 10 ans? 10 ans, non, 2014. 2014. Fait que bref, on voulait parler d'une couple de mythes qu'on voit qui sont des mythes courants. Moi, Daniel, avant de rentrer dans les mythes, j'ai quand même 2-3 questions à te poser. Peux-tu me permettre? Vas-y. Ton livre s'appelle 50 mythes et demi-vérité. Oui. Quelle nuance tu fais entre un mythe et une demi-vérité? Bien, c'est un mythe, pour moi, c'est quelque chose qui est carrément faux. Une demi-vérité, c'est qu'il y a une parcelle de vérité, mais c'est pas tout le portrait global. Puis, est-ce qu'il est possible, Daniel, que... puis je le rencontre souvent, ce problème-là, c'est qu'avec les voitures électriques, il y a des choses qu'on entend qui n'ont jamais été vraies. On entend ça, on les entend encore aujourd'hui, ça n'a jamais été vrai. Oui. Il y a d'autres choses qu'on entend... Qui étaient vraies. C'était pas mal vrai il y a 10 ans, mais c'est plus du tout vrai aujourd'hui. Puis on dirait qu'on est resté bloqué il y a 10 ans. C'est comme si la technologie, et Dieu sait si on a des voitures électriques, on le voit que la technologie a évolué là-dedans. Ouais. C'est comme si ça n'avait pas évolué. Donc, il y a comme tout ce fond-là qui a déjà été vrai. Donc, il existe des textes sur cet état de fait-là, état de fait qui date de 10 ou 12 ou 15 ans, sur lequel on construit des textes nouveaux, basé sur des trucs qui datent de 15 ans, puis ça devient comme une façon de perpétuer les faussetés. Absolument. Donc, on se bat contre des articles basés sur des études qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans. Il y a un texte qui a été publié par le Fraser Institute il y a quelques jours à peine, qui était bourré d'erreurs. Là. Puis eux autres, ils disent, à la fin, ils finissent « Facts don't lie ». Là, j'écoute, je suis à mort de rire parce que je sais, dans ce temps-là, moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis, en anglais, un smart-ass. Connaissez-vous l'expression smart-ass? En français aussi, je dirais. Un petit Chris de smart. Oui, exactement. En français aussi. En voulant dire que quand j'ai des adversaires devant moi qui ne savent pas de quoi ils parlent, je me fais un malin plaisir de les remettre à leur place. Et ces temps-ci, j'ai du fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui désinforment les gens, mais quand je les remets à leur place, je le fais avec un malin plaisir, mais toujours de façon factuellement vérifiée et vérifiable.
Il y a beaucoup de nouveaux experts électriques, oui, exactement. Oui, exactement. Daniel, la meilleure façon de déboulonner les mythes, je pense, c'est de donner des faits. Et on le sait, on est dans un monde, on est dans un ère où tout le monde prétend ou annonce plein de choses, mais ont aucun fait. On le voit sur les médias sociaux, on le voit même dans des articles un peu plus officiels. Les gens affirment des choses, mais c'est pas appuyé sur des faits. Je pense qu'une des forces de ton livre, c'est que tout ce que tu amènes, tu as les faits, tu as les références, les statistiques officielles, les chiffres d'études sérieuses. Donc, rien, c'est pas une opinion, ce que tu présentes là. Ce sont des faits. Il y a des opinions, mais mes opinions sont appuyées par des faits. Puis, Pierre Langlois, ici présent, docteur en physique, un vieil ami à moi, avec qui je collabore depuis une vingtaine d'années. J'ai demandé à Pierre de passer derrière moi pour dire, y a-t-il des affaires que j'oublie? Je révise mes calculs, puis tout ça. Puis j'ai aussi des gens du Conseil national de recherche Canada, parce qu'il y a certains calculs qu'on a faits qui étaient très poussés, pour dire, parce qu'on m'a posé la question, ils disent, ouais, mais toi, t'es juste un lobbyiste, là. Fait que j'ai dit, oui, je suis biaisé en faveur de l'adoption de véhicules électriques. Je le dis clairement. Mais allez déboulonner ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est appuyé par des faits, des données scientifiques. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qui a changé, Daniel, entre les mythes qu'on entendait il y a 10 ans puis les mythes d'aujourd'hui? Tu as dit qu'il y en a plus tantôt. On pensait qu'il y en aurait moins. Il y en a plus. Qu'est-ce qui explique qu'il y en a plus? Pourquoi il y en a plus? J'appelle ça la rançon du succès. Là, je vais trahir mon âge. Au début des années 60, les Beatles, c'était très populaire. Tout le monde aimait les Beatles. En 67, les journalistes critiquaient tous les Beatles. Ils disaient non, mais là, ils sont trop partout, ils nous emmerdent, ils se prennent pour Dieu. Tu sais, fait que c'est la rançon du succès. Fait que comme les ventes de véhicules électriques augmentent sans cesse, au grand désarroi de certains, bien là, il y a de plus en plus de critiques. Je pense que c'est un peu normal. Tu sais, à la Chambre des communes cette semaine, il y a des élus conservateurs qui ont dit qu'il faut arrêter de soutenir l'électrification et le transport parce que les ventes de véhicules électriques sont en chute libre. Fait que moi, j'ai reçu un appel, mon ami Alain Pilon, là, qui est là, ici présent, qui travaille avec nous près de Mobilité électrique Canada, avec Mobilité électrique Canada. J'ai sorti les statistiques de Statistique Canada il y a quelques jours. Puis en fait, les ventes de véhicules à essence, depuis 6 ans, ont chuté de 32 %. Les ventes de véhicules électriques sont passées au Québec de 1,4 % à 26,2 %. Donc, c'est une multiplication par 19 des ventes de véhicules électriques en 6 ans. Puis Guy Ducier, ici présent, j'ai fait une entrevue avec toi il y a quelques semaines, parce que là, ça fait partie des mythes, là, tu sais. Là, les voitures électriques, là, les cours sont pleines de voitures électriques, là. Ça se vend pas, puis c'est épouvantable. Fait que je disais à Guy, j'en ai combien d'inventaire dans ton magasin? Ben, pas dans ton magasin, dans ta cour. Oh, j'en ai à peu près 150. Je dis, ramasse la poussière. Il dit, pas en tout. Il dit, 95 % sont vendus. Il dit, mon problème, c'est que j'ai pas assez de staff pour les livrer. Fait que, voyez-vous, là, comment ça peut être spiné des fois? Puis je parlais avec Mario Langlois. T'es où, Mario? Ah, t'es là. Mario Langlois du Club Tesla Québec, qui est un chic type avec qui je travaille depuis des années. Il dit, écoute, il dit, les autres, là, il dit, les Tesla, les cours sont pleines, mais on les sort à pleine porte, là. Ça sort au fur et à mesure. Fait Tesla a besoin de bénévoles pour livrer des véhicules, tu sais. Ouais, ça, c'est parce qu'il est trop cheap pour payer son staff. C'est un autre sujet. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de ces demi-vérités, là. Tu sais. Les courses sont pleines. C'est vrai, les courses sont pleines. Mais c'est pas parce qu'ils se vendent pas. C'est parce qu'ils sont vendus et il faut les livrer. Une dernière question, Daniel, avant de rentrer dans les mythes. Est-ce que les attaques ou la désinformation qu'on voit actuellement vient de la même source ou des mêmes endroits ou des mêmes acteurs que ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années, ou il y a maintenant des nouveaux joueurs sur l'échiquier de la désinformation? Pas tant que ça. Et j'en parle dans le livre. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, sur le dossier des changements climatiques. OK? Puis ça, je parle pas de ça dans le livre, là, mais je vais vous remettre dans le contexte. Dans les années 80, il y a des compagnies de cigarettes qui ont engagé une firme de relations publiques à l'époque qui s'appelait Edelman pour faire... Bonjour, Laurent. Pour faire en sorte de mêler le monde. Donc, cette firme de relations publiques-là disait, on va mêler le monde, fait que les gens ne sauront pas si les cigarettes, c'est bon, c'est pas bon pour la santé. Les gens étant mêlés, dans ce temps-là, ce que ça fait, c'est que ça rend les gens passifs. Fait que quelques années plus tard, ben là, on avait les compagnies de pétrole, les compagnies pétrolières qui ont dit, ben c'est une bonne idée ce que vous avez fait, les compagnies de tabac, parce que ça vous a sauvé une quinzaine d'années de poursuite. Donc, les compagnies pétrolières ont embauché Edelman, et croyez-le ou non, parce qu'il y avait des scientifiques qui
allaient dans les médias pour dire il n'y a pas de preuve comme quoi les cigarettes sont mauvaises pour la santé, ben ils ont embauché les mêmes scientifiques qui tout à coup étaient devenus des spécialistes du climat. Puis je vous le jure, là, ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Fait que dans le dossier de l'électrification et transport, moi je me souviens quand j'étais retourné à l'université à la maîtrise, j'avais fait une analyse de l'impact du cycle de vie d'une Toyota Prius à l'époque versus un Hummer à essence. Parce que, selon l'étude américaine, le Hummer était plus vert que le Toyota Prius. Mais je vous jure, là, c'est vrai ce que je vous dis là. T'sais. Fait que, bref, il y a un film qui a été fait qui s'appelait Who Killed the Electric Car, où il parlait des compagnies pétrolières, de certains constructeurs automobiles, puis de lobbies de droite. Ben ça, j'en parle. Ça, j'en parle dans les... Puis j'explique que les compagnies pétrolières se battent... En 1967, les compagnies pétrolières ont déposé une motion au Congrès des États-Unis pour dire qu'il ne faut pas soutenir le développement des véhicules électriques. Puis ils sont venus des années 90, des années 2000, des années 2010. Puis cette année, les compagnies pétrolières ont dit on va se battre contre toutes les possibilités de développer les véhicules électriques. Fait que ça fait au-dessus d'un demi-siècle là, que les pétrolières se battent contre l'électrification des transports. Puis il y a une bonne raison pour ça. Parce qu'on en consomme du pétrole. Combien de pétrole est-ce qu'on consomme? Avez-vous une petite idée combien ça coûte au Québec pour importer de l'essence? Pas du diesel, juste de l'essence. Toi, tu n'as pas le droit de le dire, tu as lu mon livre. Par mois, au Québec, en 2022, 820 millions précisément, qui sortent du Québec juste pour l'essence. Fait que quand les gens nous disent que ça va coûter cher de faire les transitions vers les véhicules électriques, c'est 820 millions par mois qui sortent du Québec juste en coût d'essence avant taxe. Tu réponds déjà, Daniel, à une question que je voulais te poser. Oui. Donc, la réponse, vous l'avez. La question était, les véhicules électriques, là, c'est un des mythes que tu parles dans ton livre, le mythe numéro 4 d'ailleurs. Si on a plus de véhicules électriques, on va perdre les revenus des taxes sur l'essence, donc c'est une mauvaise chose. On va faire quoi quand on va tout être électrique? Ouais. On va perdre de l'argent. On l'entend souvent, on ça va avoir beaucoup plus d'argent dans nos poches, beaucoup plus d'argent chez Hydro-Québec, mais aussi beaucoup d'emplois qui vont être créés en électrification des transports, aussi bien au niveau de la fabrication de véhicules, de batteries, de composants, de camions, de voitures, mais aussi, tu sais, quand Michael Sabia a dit que ça va nous coûter 135 milliards pour mettre à jour le réseau d'Hydro-Québec. Moi, j'ai fait un calcul, OK, mettons à peu près 10 milliards par année que ça nous coûte en essence. Au bout de 15 ans, c'est 150 milliards. Fait que juste l'argent qu'on garde dans nos poches, ça va contribuer à financer en bonne partie la transition d'Hydro-Québec. Pourtant, là, j'entends des spécialistes de l'énergie, il n'y en a pas un prêtre nu-tête, comme disait mon père, là, qui parle de ça. Personne. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est tout à fait fascinant. Écoute, je t'ai posé une question sur ton mythe numéro 4, mais peut-être que les gens dans la salle aussi ont des questions. Avez-vous des questions sur des histoires que vous avez entendues, des choses que vous vous posez comme questions? Il ne faut pas se gêner. Gênez-vous pas, le micro est là. Venez au micro, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre. Donc, non, mais c'est parce qu'on enregistre. On ne vous entendra pas sur l'enregistrement, par contre. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir électrifier des véhicules très lourds? Comme dans la construction, dans les mines, ces choses-là, parce que ça prend beaucoup de puissance. Est-ce que les batteries sont rendues là, la dimension des batteries versus l'espace que ça prend, etc., etc.? Ben, écoutez, on va commencer par les camions, parce qu'on a Marc Bédard ici qui est président de Lyon Électrique. Puis Marc et moi, ça fait des années là, qu'on se connaît puis qu'on travaille ensemble pour faire en sorte d'accélérer l'électrification des camions, autobus scolaires. La technologie des batteries a beaucoup évolué depuis 15 ans. À tel point que la densité énergétique volumétrique des batteries a été multipliée par 8 depuis 2008. Donc, comme la densité énergétique ne cesse d'augmenter, et ce qu'on voit dans les prochaines années, c'est que ça va continuer, donc c'est de plus en plus facile d'électrifier les véhicules. Puis, quand j'étais à Oslo, en Norvège, on a fait la visite d'un chantier de construction où tous les équipements, les pépines, les grues, les pelles, tout était électrique. J'ai eu un choc quand je suis arrivé au traversier. Et quand je dis un choc, un vrai choc, là, il y avait un traversier qui était 100% électrique. Et en fait, la moitié des traversiers en Norvège sont déjà électriques. Dont un traversier qui peut accueillir 200 voitures et 600 passagers, qui fait 10 km aller, 10 km revenir, puis qui circule depuis des années. Moi, pendant ce temps, je demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, où il y a 2 traversiers sur 3 qui ne marchent pas, au diesel,
Et oui, mais ce que je peux vous dire, là, c'est qu'en fin de semaine passée, il y avait 2 heures d'attente. La fin de semaine avant, c'était 4 heures d'attente. Puis, vous savez, quand c'est électrique, là, un moteur électrique, là, c'est simple. Une batterie, c'est assez simple. Fait que là, ils ont décidé de repousser la livraison des traversiers électriques à Saint-Ignace-de-Loyola parce qu'ils disent, ben là, on n'est pas sûr de la technologie, il faut voir. Écoute, s'entends-tu qu'un traversier diesel, ça n'existe pas depuis 10 ans, là? Si après 150 ans, c'est pas encore au point et c'est pas plus fiable que ça, je pense qu'il est temps de penser à une autre façon de voir les choses. Daniel, il y a 2 semaines, on était au Congrès de Mobilité électrique Canada, congrès qui était organisé par Mon organisation. l'organisation pour laquelle tu travailles. Et il y avait une conférence sur l'électrification des navires. Oui. Et là, il y a une dame qui parlait que son entreprise, sa société, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle électrifie des bateaux de pêche. Et on était à Halifax, donc une belle place pour parler de bateaux de pêche. Et puis une façon de le faire adopter par la population, c'était de créer des navires qui sont hybrides. C'est-à-dire qu'ils ont une double motorisation au diesel et motorisation électrique. Donc, les marins ou les capitaines qui sont un peu nerveux se sentent rassurés par le fait qu'ils ont une double diesel, ouais. Et là, ben il y a des gens qui ont posé des questions, à savoir, ben là, tu sais, il arrive quoi, mettons, que le moteur électrique veut plus fonctionner. Là, ils peuvent réallumer leur véhicule à leur moteur diesel. Elle dit, ouais, mais elle dit, dans les faits, depuis 2 ans, les seuls moteurs qui ont fait défaut sont les moteurs diesel. Les moteurs électriques ont toujours fonctionné. Donc là, ce qu'ils réalisent finalement, c'est que c'est l'inverse que le schéma de pensée dans lequel ils sont. On va rouler électrique, puis on va se protéger avec le diesel. Finalement, le diesel, c'est l'élément qui leur causait le plus de problèmes. Ouais. Et en électricité, ça allait super bien. Mon ami André Bellil. André! Bonjour. Bonjour tout le monde. J'en ai une pour toi, là, parce que pas mal dans le bois depuis un bout, là, je suis un peu en ville. Mais je vois passer souvent des questions un peu bêtes. Puis à matin, c'était le cas. Mais j'aimerais avoir ton ou ta réponse ou ton opinion là-dessus. On réfère souvent là, au massacre général que les mines de lithium font à travers le monde. Ouais. Et on parle jamais, par exemple, des lagunes de résidus de raffinage, entre autres, dans les sables bitumineux. Puis il n'y en a pas juste en Alberta, il y en a en Saskatchewan, mais au Venezuela, il y en a un peu partout. Ouais. Si on devait risquer, mettons, un chiffre, là, puis moi, je n'ai sorti un avec les connaissances que j'avais, mais je veux t'entendre là-dessus. Okay. Si on faisait... L'impact écologique de l'extraction. Non, juste en termes de surface de terrain. Ouais. OK, juste ça, là. Parce que tout ce qu'on lit, là, c'est que les mines de lithium, c'est la fin du monde, là. Puis moi, ben, je les ai vus, moi, les lagunes de résidus toxiques, puis j'aimerais ça savoir si tu as un chiffre pour comparer la superficie scrapée avec les lagunes de résidus de raffinage comparativement au territoire scrapé par les mines de lithium dans le monde. En fait, je ne l'ai pas comme ça, je l'ai différemment. C'est-à-dire que si tu regardes la quantité de ressources naturelles pour un véhicule à essence, OK? À votre avis, quel est le pourcentage du pétrole brûlé dans une voiture à essence qu'on peut recycler? 0%. 0%. OK? Quel est le pourcentage des composantes de batterie qu'on peut recycler dans une batterie de véhicule électrique? Ouais. 100%. 98. Ah. On est à 98%. OK? Une compagnie comme Lithium Technologies, 98%. Donc, il y a un calcul qui a été fait par Transport and Environment en Europe qui a calculé que le gaspillage de ressources naturelles d'un véhicule à essence va être de 300 à 400 fois plus élevé que pour un véhicule électrique. À cause du fait que c'est pas recyclable, c'est pas réutilisable, alors que les batteries sont réutilisables et recyclables. Donc, la différence est énorme, mais plus le temps passe, parce qu'il faut pas oublier que la technologie des véhicules à essence et diesel date d'il y a 150 ans. Les batteries, elles, on a commencé à développer des batteries, mais le vrai essor des batteries s'est fait depuis 20-25 ans. Pierre, on peut dire ça à peu près de même? Tu sais? Mais puis ça évolue à une vitesse folle. Là. Tu sais, Pierre et moi, on se parle régulièrement, puis Karim, on voit à quel point les choses vont vite. Donc, la différence de l'impact écologique entre un véhicule à essence et un véhicule électrique, parce que j'ai vu un journaliste qui disait que les véhicules à essence sont sur le point d'être aussi, sinon plus propres que les véhicules électriques, c'est le contraire. C'est que la différence ne cesse de s'accroître entre l'impact écologique d'un véhicule électrique et d'un véhicule à essence. Cela dit, je tiens à le dire parce qu'il faut tout le temps que je le répète, si vous n'avez pas besoin d'un véhicule,
n'achetez pas de véhicules, fussent-ils électriques. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'en achetez pas. C'est ça qui est le plus vert. Mais si vous en avez besoin d'un, véhicule électrique, c'est la meilleure solution. C'est clair. OK. Ben, si tu me permets, Daniel, parce Vas-y, qu'un matin, j'étais un peu fâché quand j'ai lu ça parce qu'on t'attaquait, puis tu me connais. On m'attaque un peu. à tous les jours, tu le sais. C'est ça. Ben, quand j'ai la chance, je viens un peu en relève, là. Puis j'ai fait un calcul rapide. Mais mon calcul, il n'est pas exhaustif. Mais je pense qu'on peut facilement dire que si tu compares seulement les lagunes en Alberta, on oublie celle en Saskatchewan, puis dans les autres pays. Venezuela, Iran, etc. C'est ça, on oublie les autres pays. Puis que tu calcules par rapport aux dépôts miniers ou aux scraps minières de lithium, ben on est dans un rapport de 1 pour 1000. 1 pour 1000. Ben, écoute. Puis mon chiffre, là, il n'est pas scientifique, c'est avec ce que j'ai pu trouver. Je te pose la question, puis j'aimerais ça qu'on ait une vraie réponse à ça. Ben écoute, on va pas regarder ça ensemble, mais ce que je peux te dire, c'est que la quantité de minerais à extraire, le rapport est à peu près, si on regarde la quantité d'extraction minérale pour le pétrole en 2018, puis j'en parle dans le livre, par rapport à la quantité d'extraction minérale qu'on va avoir besoin pour les véhicules électriques en 2050, donc quand la majeure partie de la flotte va être électrique, c'est un rapport de 1 à 150. Fait que c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai écrit ce livre-là, parce qu'il y a tellement de désinformation. Vous avez une autre question? Allez-y, au micro. Comment, là, ici, ce qu'on propose, ce qu'on fait ici, ça fonctionne dans l'hémisphère nord. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir développer ces choses-là en Afrique, par exemple, où l'infrastructure électrique, quelle que soit, est beaucoup plus faible, souvent déficiente, bon, au mieux déficiente. Comment qu'on va faire pour pouvoir aller jusque pour pouvoir étendre cela? On ne parle pas en Chine parce qu'ils sont bien installés, là, mais les pays développés... Par exemple, dans certains pays d'Afrique. Mettons la majorité, là. Là, j'ai mon ami Jean Clotaire ici, hein? Jean Clotaire, avec qui j'étais à l'université. On parlait d'environnement il y a de ça, quoi, 20 ans, moi, 20 ans déjà. Ben oui. Puis, Jean Clotaire, lui, il a étudié au Bénin. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui se tournent résolument vers les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Karim, peut-être tu vas me parler de l'Algérie puis du solaire, toi? Voilà, je vais juste ajouter quelque chose. Vas-y. Moi, je suis asthmatique, j'ai des problèmes de santé. Aujourd'hui, les chiffres de Harvard ils montrent qu'il y a 8 millions... Avance, approche-toi du micro. OK. Les chiffres de Harvard, ils montrent qu'en quoi il y a 8 millions de personnes chaque année qui meurent à cause de la pollution. Ouais. Des voitures à essence et diesel. Ouais. Ça, c'est important. Oui. Des fois, on l'oublie. T'as raison. T'as absolument raison. Puis pour finir de répondre à ta question, c'est-à-dire que Hydro-Québec se fait attaquer beaucoup ces temps-ci sur le fait qu'on va manquer d'électricité lorsque tout le monde va avoir des voitures électriques. Fait que donc, avec le stockage d'énergie, avec les batteries de stockage, on va être capable d'alimenter de plus en plus de véhicules électriques. Le virage va se faire plus lentement dans certains pays, mais ça va être possible à 100%. Moi, j'étais au Vietnam avec ma femme vietnamienne, puis au mois de février... le Vietnam est en train de faire un virage vers les énergies renouvelables de plus en plus accentué. Un des enjeux qu'ils ont, c'est qu'à cause des changements climatiques, il y a des barrages hydroélectriques qui sont en train de s'assécher. Fait qu'eux, ils développent l'éolien pour contrer ça. Puis, ils font des batteries de stockage. Mais, au Vietnam, combien de bornes de recharge j'ai vu? Te souviens-tu quand je l'ai marqué? 125 000 bornes de recharge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 100 000 bornes de recharge pour les scooters électriques. Parce que là-bas, c'est le royaume des scooters. Puis la compagnie nationale, VinFast, a installé des réseaux de bornes de recharge pour scooters vraiment impressionnants. Daniel, en attendant que quelqu'un d'autre ait une question à te poser, j'en ai une. Hey, bonjour! Venez au micro, mon cher. Là, il va falloir que tu les vendes politiquement, par exemple. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Comment ça va, messieurs? Ça, c'est un ancien élu et un ancien conseiller. N'est-ce pas? En fait, toi, c'est ta barbe qui m'a un peu confus. Parce que tu n'avais pas la barbe quand on siégeait ensemble à l'Assemblée nationale. Non. Fait que, bref. Oui, je disais qu'en attendant que les gens aient des questions à te poser, j'en ai une bonne pour toi, moi. Vas-y. Ton mythe numéro 23, les risques d'incendie sont beaucoup plus grands avec les voitures électriques. Oui, Mario Dumont m'a demandé de commenter ça. Oui, c'est ça, c'est dangereux. Dans le port, là, ça a tout brûlé. Ouais, c'est épouvantable. Écoute, moi, la première fois que j'ai entendu celle-là, c'était en 2009 ou en 2010. À l'émission, ça s'appelait Enjeu.
Une espèce de pseudo-émission, la facture, mais de TVA à l'époque. Puis là, ils disaient, ouais, mais là, les batteries de véhicules électriques, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y avait Sylvain Castonguay qui avait été appelé à commenter. Puis moi, j'avais parlé avec des gens de TVA, je leur avais dit, écoutez, combien de feux de véhicules y a-t-il par année? Or, l'année précédente, il y avait eu 150 000 feux de véhicules aux États-Unis. Fait que, bref, allô, maman? En passant, ma mère a eu une Toyota Prius Prime, et là, elle s'est commandé une Kia Niro PHEV. Ma mère a 87 ans, son chum a 90 ans, lui, il se promène en voiture hybride. Fait que, ils vont dire que c'est parce que c'est de la famille, là, mais... Fait que bref... Est-ce qu'on en était? On parlait des risques d'incendie accrus. Les risques d'incendie, oui. En fait, selon les données scientifiques qu'on sort des rapports les plus récents, c'est que, en fait, les possibilités d'incendie d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence, les véhicules à essence ont de 30 à 60 fois plus de chances de prendre feu qu'un véhicule électrique par 100 000 véhicules. Daniel, dans ton livre, tu donnes les chiffres par 100 000 véhicules. Ouais. Sur 100 000 véhicules, il y a eu 3 474 feux d'hybride, 1 530 de véhicules à essence, 25 pour les voitures électriques. Ouais. Donc, c'est immensément moins. Ouais. Donc, si on ne veut pas prendre en feu, on est mieux avec une voiture électrique. C'est un peu ça que les chiffres disent. Moi, je veux parler du cobalt. Vous avez certainement entendu parler du cobalt et des véhicules électriques et des batteries puis les enfants en République démocratique du Congo. Ça, c'est un enjeu, OK? Puis c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré, tu te souviens, l'ingénieur qui est allé tourner le documentaire? Comment ça s'appelait? À Contresens. T'en souviens, Karim? Tu te souviens du documentaire à Contresens que toi et moi, on a commenté? Oui. Puis en fait, ils sont allés en République démocratique du Congo, ils sont allés voir l'exploitation minière pour le cobalt. Et ils ont dit, effectivement, il y a des enfants qui sont dans des mines de cobalt. Ça représente une petite quantité de l'exploitation. Là, 80% et plus de l'exploitation est faite par des grandes entreprises avec des gros camions. Il y a une partie qui est faite de façon artisanale, puis tu as une partie qui c'est des enfants. Fait que là, les gens disent, ben là... toi, qu'est-ce que t'en penses, là, les enfants qui travaillent dans les mines, là? C'est épouvantable. Fait que là, je leur dis, ben écoute, si t'es vraiment préoccupé par les enfants dans les mines, je te souhaite tout de suite de te débarrasser de ton téléphone cellulaire, de ton ordinateur et de ta voiture à essence. Parce que tout ça a besoin de cobalt. Tu peux cependant choisir de t'acheter un véhicule électrique avec une batterie sans cobalt. Et Amnesty International, puis j'en ai parlé dans le livre, a écrit un texte où il disait, nous, on ne veut pas arrêter l'exploitation de cobalt dans la République démocratique du Congo parce que c'est un mode de revenu pour eux. Il faut juste mieux les traiter. Mais l'histoire du cobalt et des véhicules électriques, ça, c'est une parfaite façon de détourner le sujet. C'est-à-dire, si on veut vraiment parler de droits humains, parlons de droits humains, et c'est important, mais venez pas dire que c'est la faute des véhicules électriques. Daniel, une que tu vas aimer puis que tu connais bien parce que c'est ton champ d'expertise au quotidien. Ton mythe numéro 36. Marc, reste là. Je vais te passer le micro, ça sera pas long. Ton mythe numéro 36, les constructeurs automobiles sont pas prêts pour un tournant 100% électrique d'ici 2035. Ça pourra pas marcher. Les grands constructeurs ne sont pas prêts. Ils l'ont pas vu venir. Ça dépend des constructeurs. Il y a des constructeurs qui ont plus de misère à prendre le virage, c'est vrai. Il y en a qui se battent contre le virage. Mais il y en a qui vont y arriver. Pas tous. Pas tous. Moi, je prédis que d'ici 10 ans, il va y en avoir qui vont vivre leur moment Kodak. Puis je ne donnerai pas de nom ici, mais il y en a qui vont l'arracher. Oui, il y en a qui ralentissent parce qu'ils sont prêts trop tôt. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a des constructeurs, d'un constructeur à l'autre, il y a toute une bataille ces temps-ci là, qui n'est pas évidente. J'aimerais ça prendre un moment. Donnez-moi 2 secondes. Samuel, Gabriel et Paul, j'aimerais ça que vous leviez. Vous connaissez pas Samuel, Gabriel et Paul, hein? OK. Oui. Mets l'applaudissement. Moi, j'ai connu Samuel Bruno, Gabriel et Paul Achard. Gabriel, ton nom de famille, c'est quoi déjà?
Bernatchez. J'ai connu ces gars-là, ça faisait pas longtemps que vous étiez sortis de l'université. Hein? 3 jeunes de l'Université McGill qui ont décidé de tout mettre en jeu, de mettre leur vie sur la table, de mettre leur énergie, leur argent, leur sang, leur sueur, pour créer une compagnie qui s'appelait Taiga Motors. Puis Taiga Motors, c'est une compagnie qui se voulait révolutionnaire, on va se le dire, là, faire des motoneiges électriques, puis des motomarines électriques. Puis, lorsque vous avez commencé à avoir des difficultés financières, pour toutes sortes de raisons, les attaques dont vous avez fait l'objet dans les médias sociaux, puis il y avait une fille qui travaillait avec vous, je me souviens pas de son nom, très gentille, puis elle me dit, écoute, Daniel, elle dit, on recevait des menaces, puis des insultes régulièrement. Puis elle dit, ils vont s'en mettre plein les poches, puis ils prennent notre argent, puis c'est épouvantable. J'étais dégoûté par ça. Des gens comme eux, là, qui mettent leur vie sur la table pour changer les choses, qui sont des idéalistes, on va se le dire, là, vous étiez naïfs et idéalistes, là. C'est vrai? C'est correct. C'est correct. C'est ça qu'il faut. Tu sais, vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas le faire, fait que vous l'avez fait, là. Juste pour ça, là, vous avez toute mon admiration. Vraiment. Puis je veux que... Oh non, vraiment. Vraiment, je salue votre courage, là, puis je sais que c'est pas facile. Puis dites-vous bien que c'est pas terminé. Parce qu'on n'a pas fini de travailler avec vous autres. Je veux continuer à travailler avec vous autres. On va trouver des solutions. On va y arriver. C'est pas tout le temps facile. Des fois, il y a des détours à prendre. Marc, tu sais, hein, Marc Bédard de Lyon, comment tu te fais suer par certains journalistes qui publient des demi-vérités en masse ou des mythes, tu sais. Ça, on a Paul Robert Raymond ici, là. Paul Robert, il a rencontré... Paul Robert du Soleil, il a rencontré Marc, puis Marc, il a donné des faits. Puis il y a des journalistes, croyez-le ou non, puis là, je m'excuse, là, je vais bitcher sur certains journalistes. Il y a des journalistes, là, puis j'en ai parlé avec le ministre Charette, là, il disait, il y a des journalistes qui publient des affaires, on leur envoie les bonnes données, puis ils les prennent pas. Parce que ça ne fit pas dans leur narratif. Et ça, je trouve ça grave. Je trouve ça très grave. Fait que mon livre, là, je ne sais pas s'il va se vendre ou pas, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il est nécessaire. Et ce livre-là, je l'ai fait pas juste pour les consommateurs. Je l'ai fait pour les journalistes, les élus, les gens d'industrie. On a une question. Oui, vas-y, Marc. Ben, c'est plus ou moins une question. C'est parce que tantôt, on parlait de l'Afrique, puis on parlait de choses comme ça. Comment que les gens allaient se tourner vers l'électrique. Puis j'ai eu la chance d'interviewer un gars qui travaille au Congo, justement. Okay. Et puis qui m'a parlé du cobalt, justement, puis que c'était une de leurs volontés, c'est qu'il y avait d'autres républiques, comme le Congo, qui ont des qualités pour créer des batteries. Et ils commencent à se parler entre eux autres, ce qui n'est pas facile. Ouais. Ils commencent à se parler entre eux autres pour créer des batteries, éventuellement là, être un producteur de batteries. C'est encore très échantillonnal, mais ça se prépare. Puis une autre chose qui m'a dit qui est intéressante, ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins dans chacun des pays sont bien différents. Tu as parlé des scooters là, au Vietnam. Ouais. Bon, ben lui, il dit 70% des enregistrements mobiles pour des véhicules, c'est des motos. Oui. Très polluantes. Très polluantes. Il a fait son doctorat là-dessus, lui. Bon, ben... C'est vrai, n'est-ce pas, Jean Clotaire? Il me parlait que maintenant, il y a des motos-taxis qui se promènent à Kinshasa pour justement, parce que c'est plus facile, tu embarques quelqu'un en arrière puis tu peux te faufiler partout. Et le niveau de pollution des motos là, est épouvantable. Oui. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que les routes dans ce pays-là sont épouvantables aussi. Ouais. Fait que ça développe là, davantage les motos. Cela dit, quand j'étais à l'Assemblée nationale, on regardait les redevances minières. Est-ce que tu t'en souviens de ça? Hein? Puis, quand on a fait le documentaire, Karim, avec les gens à Contresens, il parlait du faible niveau de redevances minières que la compagnie Glencore donnait aux gens en République démocratique du Congo. Puis, avant le documentaire, moi, je suis allé voir les chiffres, puis j'ai dit, en Afrique, là, c'est au Québec. La compagnie Glencore
cette année-là, avait fait à peu près 200 millions de revenus au Québec. Savez-vous combien il avait payé de redevances? 0. Pas en Afrique, ça, c'est au Québec. Fait que moi, quand je parle de compagnie minière, il y en a qui sont responsables, il y en a qui se comportent en bons citoyens corporatifs, il y en a d'autres qu'on va se dire sont des voyous. Pas juste en Afrique. Ça, je m'en souviens. Moi, j'ai eu des menaces là, par des compagnies minières. Fait que, bref, écoutez, s'il y a une dernière question, puis après ça, on va passer aux signatures, puis on va prendre un verre, puis on va profiter du bon moment. Dernière question. Yannick Asselin, là, viens ici, le smart, là. Yannick Asselin, c'est un ami à moi aussi qui travaille chez Bourgeois Chevrolet, qui est un spécialiste de la vente de véhicules électriques et qui en connaît un rayon. Puis qui a travaillé avec nous autres sur la formation à des concessionnaires et des constructeurs automobiles. Pour ça, je vais te remercier, par exemple, parce que ça m'aide beaucoup dans mon travail, ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent à cause des réseaux sociaux, pour répondre à des mythes et des désinformations. Tu le dirais autrement si tu n'étais pas dans le micro? Oui. Je le dirais autrement à des imbéciles. Mais non, mais c'est ça. Fait que c'est ce que tu as fait comme formation, qu'on a donné à VinFast, Vaux, Nissan. Ouais. C'est ça. Fait que, mais pour ça, moi, ça m'a aidé beaucoup, là. OK, pour tout ce qu'il a fait. Puis c'est sûr que ce livre-là, ma table de chevet. Mais ça, moi, je veux que Bourgeois Chevrolet en achète quelques-uns. Là. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Fait que, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là. Puis, on va faire la séance de signature. On va prendre un verre, puis on va en profiter. Puis, Laurent Terrien, avant qu'on finisse. Laurent Terrien, lui et moi, on se parle souvent ces jours-ci. Laurent Terrien de Nordvolt, OK? Avec qui je travaille. Mais Laurent, qui est un chic type, puis on travaille ensemble pour faire avancer le dossier Nordvolt parce que c'est un bon projet. Le gouvernement du Québec l'a parti tout croche, on va se le dire, là, et je l'ai dit publiquement, mais c'est un bon projet. Non, mais tu sais, là, je veux dire, tu sais, Karim et moi, on s'est parlé de ce dossier-là, justement, là. On disait, c'est épouvantable, la couverture médiatique, c'est du grand n'importe quoi, là. Fait que... Ben, c'est la partisanerie qui a empoisonné le dossier. Et ça, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, la CAQ, ça a vraiment empoisonné ce dossier-là. Puis Raymond Bachand l'a dit publiquement, lui aussi. Là, il faut qu'on prenne un pas de recul, là, parce que moi, j'ai confiance que les choses vont bien se passer pour notre vote, puis on va travailler très fort pour que ça marche bien. Oui, ben merci beaucoup tout le monde. Daniel, j'aimerais prendre juste 2 minutes parce que l'essentiel de la réunion aujourd'hui, c'est toi qui nous réunis. Puis on se connaît depuis un bon bout. On est des amis. On joue au hockey ensemble. On parle de voitures électriques dans le vestiaire de hockey. Oui. Même si on n'a pas le droit de dire de quoi on parle dans le vestiaire de hockey, je le dis, on parle de véhicules électriques. Alors, c'est pas mal moins sexy que les gens le penseraient. J'aimerais principalement te dire, Daniel, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est unique. Là. Il y a personne comme toi qui a l'énergie, qui a transformé le nom de Mobilité électrique Canada, qui était avant mieux connu sous le nom de Immobilité électrique Canada. Alors, bravo. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, une main d'applaudissement pour Daniel. Merci. Merci. Épisode hors série.